une épidémie. Et enfin, donc, nous avons l'immense plaisir de recevoir l'un des grands créateurs de formes du cinéma contemporain américain, David Fincher. Nous allons montrer tous ses films pendant cette rétrospective et commencer donc dès ce soir avec The Killer. Je vais commencer par quelques remerciements. Évidemment, le premier remerciement va à nos amis de Netflix, grands mécènes de la Cinémathèque française. Merci de leur amitié, merci de leur confiance. Nous avions déjà passé Manque, le précédent film de David Fincher dans cette salle Henri Langlois, mais évidemment, ce n'était pas tout à fait la même chose, puisque c'était sous confinement. Donc, votre présence nous manquait beaucoup. Vous êtes très très nombreux ce soir. Il y a 2 petites salles qui sont pleines à côté pour que le maximum de monde puisse voir ce film sur un grand écran. Donc vraiment, merci infiniment à Netflix, merci beaucoup. Elle est dans la salle, à Anne-Gabrielle Doba-Pandanace, qui est la vice-présidente PR et communication de Netflix pour la France, l'Italie, la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Je rappelle les tutelles de la Cinémathèque française, le ministère de la Culture, le CNC, les grands mécènes de la Cinémathèque française, Chanel, qui a mécéné en particulier la magnifique exposition Agnès Varda que vous pouvez voir au 5e étage de ce bâtiment, la Fondation Gann pour le cinéma, et puis nos amis de Warner Bros. Discovery. Vous savez que 2023 a été l'année Warner et l'année Warner à la Cinémathèque, et je salue la présence de mon copain Olivier Snanouj, qui comme d'habitude, vous pouvez les applaudir, qui, comme d'habitude, est parmi nous, sans oublier Piper Heidsieck, qui, tout à l'heure, nous paiera une coupe de champagne. Donc, le film sera sur Netflix, diffusé sur la plateforme à partir du 10 novembre, pour vous dire à quel point vous êtes privilégiés. Et puis, Jean-François Roger, notre directeur de la programmation, m'a offert, enfin prêté plutôt, cet exemplaire très rare. Donc c'était le premier volume de la bande dessinée française qui a inspiré le film. Jacamon, Matz, Long Feu, Le Tueur, publié chez Casterman. Je crois qu'il y en a eu 13 depuis, donc ça a eu un certain succès. Et les auteurs sont quelque part dans la salle, s'ils veulent bien se montrer, et si vous pouvez les applaudir. Matz, Alexis Nolan et Luc Jacamon. Enfin, et peut-être le plus important, demain, après la projection de Zodiac, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec David Fincher, donc je pourrai lui poser toutes les questions que je rêve de lui poser depuis une trentaine d'années, comme nous tous. Mais en revanche, ce soir, David Fincher a tenu à ce que ça soit ce qu'on appelle un Q&A, c'est-à-dire des questions et des réponses, mais les questions, c'est vous. Les invités et le public de la Cinémathèque française qui doit les poser. Donc pendant le film, jouez pour une fois être critique de cinéma, préparez vos questions et qu'elles soient bonnes, puisque David Fincher et son chef opérateur Erik Messerschmidt vont nous rejoindre à l'issue de cette projection. Il a décidé de ne pas parler avant, mais de discuter avec vous après. Donc je me contenterai de lancer le débat avec eux deux, et ensuite, vous n'aurez qu'à lever la main, à poser vos questions, et ils vous répondront tous les deux. Je crois que je n'ai rien oublié. J'interroge Jean-Christophe du regard. Non, tout va bien, le spectacle peut commencer. Très bonne projection. David Fincher, accompagné de son directeur de la photographie, Erik Messerschmidt.
Bonsoir David Fincher, merci infiniment d'être avec nous ce soir à la Cinémathèque française et de nous avoir montré The Killer, votre tout dernier film. Bonsoir, merci beaucoup d'être ici pour nous parler aussi de l'univers visuel du film. Ma première question est simple, d'autant plus que les auteurs français sont dans la salle. Comment vous avez découvert cette bande dessinée et quelle a été la première raison de votre envie de l'adapter à l'écran? Thank you very much to the two of you for being here tonight and showing us your film. So how did you, maybe David to you, how did you discover the graphic novel and what was the first reason that made you want to adapt it? Oh boy. Okay. I was given the graphic novel by a friend who she presented it as a, I mean, pretty much if there's going to be a huge body count and it's a little bit pervy, they send it to me. So so I read it and I thought it's interesting and I do like this idea of this, you know, nihilist internal monologue, but it took many years for it to kind of coalesce and make sense. And I think the thing that I was most interested in, certainly when Andy Walker got involved, I know, and I'm so sorry, is the idea of subjectivity and being ruthless about subjectivity, putting a camera in the eye socket of somebody and hearing their thoughts. And one of the most interesting things about that was the notion that if you're intercepting someone's thoughts, are they telling the truth? Because most people I know are lying to themselves. So. C'est une amie qui m'a présenté ce roman graphique en disant qu'il y avait beaucoup de cadavres et que c'était un peu pervers, donc ça pourrait peut-être m'intéresser. Je l'ai lu et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce monologue intérieur totalement nihiliste. Alors après, le projet a mis plusieurs années à se mettre en place, à prendre corps. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, notamment quand Andrew Kevin Walker est arrivé sur le projet en tant que scénariste, c'était vraiment cette idée de la subjectivité poussée à l'extrême. On est vraiment dans l'œil du personnage et on est dans ses pensées, on intercepte ses pensées et la question c'est de savoir est-ce que parce qu'on intercepte les pensées de quelqu'un, pour autant c'est la vérité? Parce que moi je connais beaucoup de gens qui se mentent à eux-mêmes beaucoup. Une question pour vous, Erik, avant de passer la parole à la salle. Préparez-vous. Le film a un côté abolition du temps et abolition de l'espace. Il y a beaucoup de villes différentes, c'est quelqu'un qui s'infiltre partout. Comment, ensemble, vous avez décidé de traiter chaque lieu du film, chaque ville du film, avec un point de vue sur l'image différent à chaque fois? Ou est-ce que c'était plutôt une continuité que vous cherchiez? So there's an abolition of time and space in the film in a way, and so how did you treat each of the cities or the places that that the character went to in terms of image? Did you want to have a different look for every one, or did you want to have some consistency? Yeah, we did. We wanted a different look for every location, but it wasn't something that we discussed before we went to those places. So we scouted and it was very much an exploration of what the places were, what the locations felt like and looked like that David had found, and we sort of allowed them to speak to us, I think, and absorb what the environment was, and the aesthetic of each one of those locations developed over a period of prep of really just exploration, taking photographs, talking about what was happening in all those places. So we didn't really push anything onto them. We sort of let them speak to us, I think. Oui, c'est sûr qu'on voulait vraiment avoir un style visuel différent pour chaque endroit, sans que pour autant on en ait parlé avant. Au moment des repérages, on a exploré les différents endroits et on voulait sentir ce que ça nous faisait d'être dans ces endroits, la sensation que ça nous provoquait. On a laissé les endroits nous parler et l'esthétique de chaque endroit s'est développée petit à petit, donc en préparation. Et on a pris des photos et c'est comme ça qu'on a laissé un peu les choses venir à nous. Première question de la salle.
Il vous suffit de lever la main et on va vous apporter un micro. Oui. This is a short one, but why the Smiths and who made that decision? Alors, pourquoi les Smiths et qui a fait ce choix? He did. The Smith. We did an exploration. Initially, I really liked the idea of How Soon Is Now, and especially as sort of meditation material. I thought it was funny that this was the calming influence. And we temped the movie we did like a whole Dusty Springfield version of it. We did a Mozart version of it. We did like a proto-goth, we had Joy Division and Susie and the Banshees. And whenever a song would sort of fall out or the publishing wasn't available or whatever, we bring in this charming man. And every time it made us laugh. And we thought, I think it was Trent Reznor who eventually sort of said, this is a great window into who this guy is, because there are very few catalogs out there of work that is both simultaneously sardonic and wry. And so it kind of was a process of attrition, and I'll take the blame. Donc on a exploré pas mal de choses, mais je savais que dès le départ que j'aimais bien l'idée de How Soon Is Now comme une musique méditative pour le personnage. Je trouvais ça assez amusant. Après on a essayé plein de choses, on a testé avec du Dusty Springfield tout du long, avec du Mozart, avec du Joy Division, Susie and the Banshees, mais quand une chanson finalement on pouvait pas la prendre pour différentes raisons, pour une question de droit ou autre, à chaque fois on mettait dessus une chanson des Smiths et ça nous faisait rire parce que tout fonctionnait, on trouvait. Et je crois que c'est Trent Reznor qui nous disait que c'était intéressant finalement d'avoir une fenêtre sur l'âme de ce personnage avec une œuvre unique d'artiste, parce qu'il y a peu d'œuvres qui sont à la fois sardoniques et pleines d'esprit comme celle des Smiths. No, I could take no credit for the Smiths. Can I ask the second one about the Smiths? Is this going to be all Smiths all the time? Please go ahead. No, I just want to know who got more money, Morrissey or Trent? Because when a musician hears Netflix want to buy a song, they ask for a lot of money. But when you buy 10 songs, est-ce que ça coûte très très cher? Parce que là, vu le nombre de chansons que vous avez demandé. I wasn't involved in the negotiations, nor do I know the net worth of the participants. But yeah, it's almost like you have two composers in the movie. C'est comme si il y avait deux compositeurs d'une certaine manière, mais c'est pas nous qui avons fait cette partie-là. La négociation, c'était pas nous. Bonsoir. Je voulais savoir comment vous travaillez vos génériques, notamment de début. C'est vrai qu'on sent l'affiliation avec Seven et The Girl with the Dragon Tattoo, mais encore plus rapide. Et est-ce un moyen de capter l'attention du spectateur? Et surtout celui-là, comment vous l'avez travaillé? Merci. So how do you work on your opening credits? There's some similarities with the one from Seven or Girl with a Dragon Tattoo. This one seems even faster. So is that a way to catch the audience's attention? I sort of saw that the movie has 5 acts, and I kind of wanted to do a Quinn Martin production. I kind of wanted to do the titles from Mannix or something, and so I wanted it to be as fast-paced as we could. I mean, I do think that it's wonderful that there are credits on movies, but it doesn't seem to warrant 2 minutes. So we just decided to do it as quickly as we could. Alors, donc c'est un film en 5 actes, et donc j'avais envie de faire quelque chose un peu, justement, oui, effectivement, de rapide à la Mannix, que ce soit percutant, mais pas trop long. Merci beaucoup pour votre film. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point la question de la méthode du criminel, du modus operandi,
va prendre effectivement tout le film de manière très radicale. Et effectivement, tout ce discours, toute cette logorée se heurte au réel et ça produit par moments des petits effets comiques. Donc ma question, c'est à quel point est-ce que l'humour, qu'on avait déjà dans un film comme House of Cards par moment, on y pense un peu en voyant ce film, entre autres, à quel point le comique, l'humour noir, c'est quelque chose qui vous a un peu tenté cette fois-ci? So I was struck by how the killer's MO is shown in a very radical way, and at some time there is some point where the killer's discourse is in complete opposition with what's happening, and so it creates a comedic effect. And to what extent was humor, dark humor, which we also see in House of Cards, how were you attracted to this dark humor in this film? Well, I think if you're going to subject an audience to brutality, you owe it to them to give them a few jokes to keep them going. I think humor has to be, it's human, and I think that it's important to, always have a array of tones. Eh bien, c'est vrai que dans un film où on soumet les gens à énormément de violence, c'est bien d'avoir quelques blagues, parce que c'est très humain le rire, et je trouvais important d'avoir une grande gamme de tons pour le film, qu'il y ait plusieurs tons différents. Bonsoir. Ma question c'est pourquoi avez-vous choisi Netflix et s'il y a-t-il des différences entre faire un film pour le cinéma et faire un film pour Netflix? So why did you choose Netflix, and how different is it working with studios or with a streaming service? I have a deal at Netflix, and to bring them things that I'm interested in making, and it's very different working at Netflix than it is, at one of the 5 families. So I think that for anybody making movies, it's always nice to be in a situation where people are going to support and even poke and prod you to do stuff that's uncompromised and maybe outside the realm of what you've done. I mean, certainly I've made movies where people murder each other before, but the idea of doing, ostensibly kind of a Don Siegel movie or a very, very straight revenge story was it was nice to get somebody to say, yeah, give it a shot. Alors, mon contrat avec Netflix fait que je leur apporte les sujets qui m'intéressent et les projets qui m'intéressent. Et c'est très différent de travailler par rapport au studio, parce que pour n'importe quel cinéaste, c'est une situation extrêmement agréable de se sentir soutenu et à la fois poussé à faire des choses vraiment sans compromis, un peu hors du spectre habituel de ce qu'on a fait. Alors évidemment, j'ai déjà fait des films dans lesquels les gens s'entretuent, mais faire un film vraiment qui soit à la Don Siegel ou un film de vengeance pure et dure, ça c'était très, très chouette d'avoir des gens qui me disent « Vas-y, ouais, avec plaisir, lance-toi ». So, hi, hello, so... Hi. So, yeah, sorry. Thank you for showing us the movie tonight. And also, I guess this is a boring question, but it's kind of interesting, I think, for me to ask. But how does one make the evolution of a killer throughout the years? I mean, you did 7, and now you're doing a killer, and your killers, I don't speak for all of your movies, but your killers don't usually show much humanity, but this one actually really does. So why is that? Alors, comment voyez-vous l'évolution de vos tueurs dans vos films à travers les années? D'habitude, ils montrent assez peu d'humanité, et celui-ci semble en montrer un peu plus. I think that's a testament to
Mr. Fassbender, you know, we certainly entered into it with a little pact to make him as, you know, intensely sociopathic as we could. But Michael has a access. The audience has a really interesting access to him, and he has, you know, he's extremely human. And even when he's trying to give you his most cold-blooded, there's something about him that, you know, he creates a conduit with the audience, and that's a real gift for an actor. It's so, you know, I'm sure there are takes that we could have stomped that out of him, but the ones that we chose to put in the movie are have kind of two edges. Je pense que ça, c'est vraiment grâce à Michael Fassbender. Nous, on est parti vraiment d'un tueur totalement sociopathique le plus possible, mais il a vraiment quelque chose qui fait que le public a un accès à lui, a une grande humanité en lui, et même quand il essaie d'être complètement impitoyable, il a quand même un canal vers le public. C'est un don qu'il a. Donc on aurait pu garder les prises où il était le plus froid, mais finalement, c'est ça marche bien. Can I go? Yes. You've been working with amazing actors, but even in all of your movies, even the extras are amazing. Do you have a process working with actors? Did you say the extras? Extras, Oh. yeah. Thank you. Like, everyone is really incredible. Do you have a process working with any kind of actors in specific? Vous travaillez avec de très grands acteurs, mais tous les acteurs que vous employez sont toujours formidables, y compris jusqu'au dernier figurant. Comment vous travaillez avec les acteurs? I like working with willing actors. J'aime bien travailler avec des acteurs de bonne volonté. Hi, thank you for showing us your movie. I had like a question regarding your the soundtrack. Back to Trent Reznor and your collaboration with him. You work with him, I think, in almost all your movies. And I just wanted to know how you collaborate with him. Does it work like at the script step, or during the filming, afterwards? Do you find like the work with the heartbeat during the movie, and how the rhythm changes between the calm assassinations and the more energetic, like the fight in the Florida? Donc, votre travail sur la musique avec Trent Reznor, avec qui vous avez travaillé, je crois, sur presque tous vos films, comment est-ce que vous collaborez? Est-ce qu'il intervient dès l'étape du scénario, au moment du tournage, ou après? Parce que quand même, il y a tous ces jeux sur les battements de cœur, les changements de rythme, etc. It changes. You know, I tend to feel, I used to work very much in a way that Hollywood has worked for 100 years, which is you cut the movie, you show the movie to the composer, and you've kind of marked up the cues that you want. You go, okay, I need 12 feet, 6 frames of music here, and I need 18 feet of music for this. And the thing about Trent has always been, he didn't know how to do that. He didn't know how to step in. And so we've always worked in a much more open-ended way. We talk about the movie, we talk about the feeling that we want to impart to the audience. For instance, on Gone Girl, I said I wanted to sound like spa music. I wanted to sound like the kind of music that's supposed to lull you into thinking that it's healthy and good for you, even though I know that when you and Atticus do it, it's going to make the hair on the back of my neck stand up. And with this movie, they did a very strange thing. I sort of told them the story of the film, they got the script, and then they started sending tracks, and they sent about 12, and we used about 4 of them and spotted them in places that we felt they were strong for. And I remember Atticus, when I told him these are the ones that we were really responding to, he said, "Oh, you're going for the weird stuff."
Donc ça varie d'un projet à l'autre. Avant, je travaillais un peu comme traditionnellement à Hollywood, c'est-à-dire qu'on fait des coupes, on commence à monter et on dit, ben là, voilà, il y a besoin de 12 pieds de pellicule, de musique ici, etc. Mais lui, Trent, il n'a jamais su trop travailler comme ça. Donc on a travaillé de façon beaucoup plus ouverte. Parce qu'on aime bien discuter avant. Nous, on lui parle du sentiment général de l'histoire. Par exemple, sur Gone Girl, un peu de centre de bien-être qui berce un petit peu, qui a l'air de nous mettre dans un confort. Et ensuite, on a quelque chose qui change complètement et qui va nous vraiment donner la chair de poule, froid dans le dos même. Ici, on a expliqué le scénario, et puis Atticus Ross et Trent nous ont envoyé 12 pistes, on en a retenu 4 qu'on a mis à des endroits assez forts. Et quand on a dit à Atticus les pistes qu'on avait conservées, il a dit « Ah, d'accord, donc là, vous allez vraiment dans les trucs les plus bizarres, les plus extrêmes, quoi. » Monsieur. Ouais, bonsoir, c'est une question à la fois pour David Fincher et Erik Messerschmidt. Quelles ont été vos inspirations, les films que vous avez revus, que vous avez étudiés à la fois pour la mise en scène ou pour l'image? Je vous pose cette question parce que j'ai une forte... pour moi, il y a une forte référence au début pour faire sur cours de Hitchcock, dans la première scène à Paris. Voilà. So questions for the two of you. What were your visual inspirations or film inspirations for this film in terms of mise en scène or also cinematography? Because it feels like one of the scenes in Paris, it feels very much like a Rear Window, Hitchcock's Rear Window. We naively, because we started with the graphic novel, we came to Scout, and I thought we're going to find this location in 1,000 places. So there's not a street corner in Paris that we're not going to be able to film in. And ironically, our biggest problem was, for the most part, any span of a wall is about 2/3 wall and 1/3 windows, and they're all very high, and the windows are very deep. So you can't really see into apartments unless you're... So it started off being we use Rear Window as an example. We want to be able to see all these different lives. And what we realized was we were going to have to find a place that was directly opposite a building that we could make in CG and put the apartment in. So it began, we began kind of thinking, this is going to be easy, and then ended up 2 years later going, oh God, why don't those vines look right? Naïvement, au départ, quand on est parti du roman graphique, on s'est dit ça va être très facile, les repérages à Paris, on va trouver à tous les coins de rue un décor qui va nous donner ce qu'on cherche. Mais le problème, c'est que avec l'épaisseur des murs et le ratio entre les murs et les fenêtres, c'est très profond, donc on peut pas vraiment voir très bien en face. Et il fallait qu'on trouve ça. Et finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a l'immeuble d'en face, on l'a fait en effet numérique. Donc finalement, 2 ans après, on était toujours à se gratter la tête, à se dire que finalement, c'était pas du tout si facile que ça. But I think one of the things that I immediately responded to when I read the script and in our early discussions was exactly what is kind of a principle of graphic novel storytelling, which is that normally we point the camera at actors who say the words, and that's, as cinematographers, that's our primary role. We're looking for quote unquote interesting ways to photograph actors saying the words, and that is not the case here. It's not the case with a graphic novel. Certainly not the case in the way this film is structured. It's very much about seeing the killer, seeing Michael's character, observe his environment, maybe be a little bit closer to him than he would normally allow anyone, and then show the audience what he's looking at. And it became a very intense conversation about point of view and objectivity and subjectivity. And for me, that initially was a fascinating thing, because it's not normally, normally it's a part of a scene that we explore visually, but not an entire film. So that was interesting, and very much, I think in the spirit of Hitchcock, I suppose, of that. What does the character see, and how does he react to it?
En lisant le scénario, c'est vrai que le principe, je me suis rendu compte que le principe de la narration d'un roman graphique, d'une bande dessinée, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on voit d'habitude quand on fait un film sur un scénario original. Normalement, moi, mon travail, c'est essentiellement de pointer ma caméra de la meilleure façon possible, de la façon la plus intéressante sur le personnage qui parle, de trouver des moyens un peu originaux de photographie, l'acteur qui parle. Et c'est pas vraiment le cas ici, parce que ce qui est très important, c'est qu'on voit le tueur qui est en train lui-même d'observer son environnement, donc on est plus près de lui, on est encore plus près qu'on ne serait normalement, et on montre au spectateur ce que lui voit. Il y a tout un travail, on a beaucoup discuté sur des questions de point de vue, d'objectivité, de subjectivité, et ce qui était fascinant pour moi, c'était ce travail-là, parce que d'habitude, ce genre de choses, on peut l'avoir dans une scène d'un film, mais pas sur le film tout entier. Donc en ça, oui, c'est un peu à la Hitchcock. J'aurais une question. Je voulais savoir un petit peu si vous pouvez nous parler de votre collaboration avec le scénariste du film, votre implication dans l'écriture, et même plus généralement un peu votre processus pour écrire. So David, can you tell us about your relationship with your writer and how involved you are in the screenwriting? He's not my writer. He's someone I'm lucky enough to know, and working with Andy is its own trip. We went to him. I went to him years ago with one volume, and then I went back to him in like 2019 or something with 13 volumes of the graphic novel and gave it to him, and he kind of does a little bit of nodding, and then he goes away. And then 4 months later, he says, "Let's have lunch." And you sit down, and then he brings out his little John Doe composition books filled with all these little writings and musings. And then he walks you through what he thinks the movie is. And then you negotiate a little bit, and then he agrees to write the script. And then he goes off, and he disappears for about 6 months, and then he comes back with the draft, and then you start the process of going, I don't quite understand this, and maybe I'm not clear on this, and is this supposed to be funny? And we do that for a while, and for the most part, we kind of hashed it all out before we started shooting. And then you have the voiceover, and the voiceover took, a year, and probably we recorded the whole thing 4 times, and the first time was just, don't get invested, just say the words. And the second time was, okay, now we can start to talk about intention, and we can start to cleave adverbs out of it, and we can start to, and by the time you get to the third one, you're getting serious. And the third recording of all the voiceover ended up being about 15% of it. And then the fourth time you go in to kill it. And so it's a long, very drawn out process with a very talented, very funny, very, sardonic guy. And, we were writing jokes like the German tourist thing came from something that somebody said in the production office here in Paris, and I was like, we're using that. So it's that kind of stuff. It's a give and take. Le travail, oui, avec donc Andrew Kevin Walker, c'est vraiment toute une aventure. La première fois, je suis allée le voir avec un volume du roman graphique. Ensuite, je suis revenue, je crois, en 2019 avec 13 volumes. Alors là, donc voilà, il opine du chef, et puis il disparaît pendant 4 mois. Ensuite, il revient avec plein de petits carnets qu'il met devant moi, avec plein de pensées et d'idées. Et voilà, il me promène un peu, il me montre un peu comment ça peut se dérouler. On négocie, et ensuite... il est d'accord pour écrire, une fois qu'on a mis quelque chose au clair. Il redisparaît pendant 6 mois, et puis il revient avec une première version. Là, c'est pareil, donc on discute beaucoup, on clarifie certains points, où est-ce que ça doit être drôle ou pas. Et ensuite vient le travail de la voix off sur ce film en particulier. Ce travail a nécessité 1 an, et il y a eu 4 enregistrements successifs. La première fois qu'on enregistre, c'était... on dit le texte comme ça, sans intention, sans trop s'investir. La deuxième fois, avec plus déjà d'intention, on commence à élaguer, à retirer un peu des adverbes. Le troisième enregistrement, ça devient plus sérieux, et finalement on se rend compte qu'on garde seulement 15% de ce qu'on avait au départ.
Et ensuite, la 4e passe, là, voilà, là c'est le définitif où il faut assurer. C'est un très long processus, mais ça se passe avec quelqu'un d'extrêmement drôle, de doué, de sardonique, et on écrivait un peu des blagues au fur et à mesure, comme ça. La blague sur le touriste allemand, c'est des choses qui nous viennent au fur et à mesure. Et la blague du touriste allemand, ça nous est venu de quelqu'un du bureau de production à Paris qui a lancé ça un jour, et on a décidé de le garder. J'ai une question. Je vais essayer de la poser, je suis très très intimidé. En fait, en voyant le film, il y a une phrase qui revient beaucoup et que j'ai pas arrêté d'y penser, c'est stick to the plan, s'en tenir au plan. Et ça me faisait penser à vous, je pensais beaucoup à vous pendant le film, parce que ce matin j'ai lu une interview où vous disiez que l'idéal peut-être là pour vous en ce moment, enfin à l'époque de l'interview, c'était de trouver un bon scénario, rassembler une excellente équipe et réussir à faire la bonne erreur. Et ça m'a frappé parce que le film, c'est vraiment un film sur une erreur. Et je voulais savoir aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là, de stick to the plan, et si vous pensez que sur ce film, vous avez fait des bonnes erreurs. Seeing this film, there's this recurring sentence that stuck with me. It's stick to the plan. And so I read an interview where you said that ideally what you want to do when you make a film is that you find a good script and then you gather the right people to do it, and then you start making the right mistake. And since this is a film about a mistake, I wanted to know what you think of the idea of sticking to the plan, and if you think that you made the right mistakes in the film. So, look, you're going to take tens of millions of dollars from somebody to make a movie. You have to have a plan, but you're also really stupid if you stick to the plan and somebody has an idea that's better than the idea that you had. So I try to remain rigid about intentions and then flexible as to how to express them, because generally speaking, almost everybody that I'm lucky to work with is better at what they do than I am. So the mantra in the movie is meant to, it is he's his own hype man. He's Jake LaMotta, you're the boss, you're the boss, you're the boss. And he has this idea in his head about how it's all supposed to go down. And, as Mike Tyson says, everything's great and well planned and thought out until you get punched in the face. So that's what it's meant to evoke. He's pretty rigorous about the bricks that separate him from empathy, but the wall has to begin to crumble. And so you'll note that as the movie goes on, some of his mantra begins to fall away. Never be involved in a fight that you're not being paid. He kills a lot of people for free in this movie. So it is a little bit about seeing how he diverts from his intention. Quand on est payé des dizaines, quand on demande à des gens d'investir des dizaines de millions de dollars dans un projet qu'on va faire, évidemment il faut avoir un plan. Mais ce serait idiot si quelqu'un avait une meilleure idée sur le chemin, de ne pas la suivre, de ne pas la considérer. Donc j'essaie d'être restée rigide sur mes intentions, mais souple dans la façon de les exprimer, ces intentions. Surtout que j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont souvent meilleurs que moi dans leur domaine. Et ce mantra qu'il a, c'est un peu à la Jack LaMotta, voilà, c'est toi le boss, c'est toi le boss. Et comme disait Mohamed Ali, je crois, c'est ça, c'est donc Mike Tyson, pardon. Tout se passe, tout va bien, tout va pour le mieux jusqu'à ce qu'on se prenne un point dans la tronche. Donc, et ça évoque sa rigueur. Il essaie vraiment de construire un mur qui le sépare de l'empathie, mais au bout d'un moment, ce mur commence un petit peu à s'écrouler. Il dit aussi beaucoup qu'il faut se battre, ne se battre pour les combats que pour lesquels on est payé, mais au bout du compte, dans le film, il tue beaucoup de gens gratuitement. Donc j'aime bien l'idée que finalement il diverge de son plan d'origine.
These were the coolest opening credits in a while. I wanted to ask, how did you come up with them? Why didn't you use the classic approach of like the first scene going longer? Did Erik shoot them? And at what point you came up with them, before shooting or after? Alors, question sur, encore une fois, le générique du début, c'est le plus cool que j'ai vu depuis longtemps. Pourquoi ne pas avoir plutôt opté pour quelque chose qu'on voit souvent, c'est-à-dire une première scène longue qui permet de tout faire apparaître, et comment, à quelle étape vous y avez pensé, et est-ce que donc avec Erik aussi? The credits were done by two Spanish animators who just kind of talked them through what it is that we wanted to see and did some storyboards and then turned it over to them and then just kept making everything shorter because we just kept feeling like, let's get the movie started, not because we weren't happy with the images, but just because I kind of wanted it to be, Macmillan and Wife, or we just wanted to go, here are the credits, now we're on to it. Are you talking about the protracted 20 minutes before he pulls the trigger? Is that what you're talking about, the slowness of that? Yeah, and part of that is because you know that the movie is going to be sold in a trailer that has like 94 shots in 45 seconds, and we're promising guys on scooters going downstairs and people pulling triggers and explosions and sparks flying, that, as John Huston once said to a friend of mine who was working at the movie studio that he was making Prizzi's Honor at, dear boy, they've waited in line, they paid for their ticket, they'll wait 20 minutes. So we kind of figured, once we promised what the thing is, we could then begin the taffy pull of anticipation. No. They're good too. Ce sont deux animateurs espagnols qui l'ont fait, ce générique. On leur a expliqué ce qu'on voulait, même en leur envoyant des storyboards. Et ensuite, on a raccourci au fur et à mesure pour vraiment lancer les choses. On se dit, bon, pour que ça commence plus vite, c'est vrai qu'on les fait déjà attendre 20 minutes. Et dans le trailer, on promet des explosions et des coups de feu. Et donc, comme un jour, John Huston a dit à un ami à moi, bon, ils ont fait la queue. Ils ont payé leur billet, ils peuvent encore attendre 20 minutes. On va prendre une toute dernière question, je crois, mademoiselle là-haut, voilà, parce que vous avez déjà le micro en main, mais ça sera la dernière. You don't seem to be afraid of bloodshed in your movies? Not at all. Not at all. How do you define your stance on showing violence in movies, and could you develop a little bit your thought process on? Alors visiblement dans vos films vous n'avez pas peur des effusions de sang. Quelle est un peu votre philosophie sur le fait de montrer la violence? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire ce que vous en pensez? My thought process is very simple, it's very clear. If you depict violence in a movie, it should take a toll on the audience, it should affect them, it should make them, in the case of Dragon Tug 2, it should make them nauseous, it should be very... I don't believe in soft pedaling it. I don't believe that it should be fetishized. I think that you have to affect them. You have to take a toll. And so I feel like if you're choosing to make movies that have violence in them, Gone Girl is a perfect example. It's like we have one scene of real bloodshed in the movie. I want people to remember it. I want them recoiling. So my stance is, if you're going to include violence, make it come at a cost to those who witness it, because it should be something that they are looking to avoid, even in your film. Ma vision, elle est assez claire, c'est que si on montre des scènes violentes avec du sang notamment, il faut vraiment que ça marque les esprits.
C'est tout à fait le cas dans, par exemple, Millennium, où vraiment l'idée c'est que les gens soient écœurés, se sentent vraiment mal. Je crois pas du tout que ce soit bien ni d'édulcorer ni de fétichiser. Si on prend l'exemple de Gone Girl, par exemple, il y a une seule scène, vraiment où on voit du sang, et c'est tout à fait pour qu'on s'en souvienne, parce que c'est ce que le spectateur va chercher à éviter, et même dans le film, c'est ce qu'on ne veut pas voir. C'est une bonne conclusion. Merci beaucoup Anaïs Duchet d'avoir traduit les propos de David Fincher et Erik Messerschmidt. Merci infiniment de votre participation et de vos questions. Erik, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pardon. David Fincher, see you tomorrow. Thank you for staying.